Dans le système YouTubesque, les vidéos de plus de 25 minutes sont considérées comme particulièrement monstrueuses. À Bordeaux, les créateurs qui enquêtent sur ces vidéos sont membres d'une unité d'élite appelée Unité spéciale pour les vidéos longues. Voici leurs histoires. Alors salut les polémistes et bienvenue dans cette vidéo un petit peu particulière car je vais interviewer une personne dans les conditions du live en fait tout simplement. Et oui, aujourd'hui j'ai l'honneur d'échanger avec un scientifique aux cheveux longs, un scientifique barbu, un scientifique bien connu des Gilets jaunes, un scientifique habitant la région Alpes-Côte d'Azur. J'ai donc l'honneur d'accueillir Alexandre Samuel. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Petit peu stressé, hein. Moi je vais pas le cacher à ma communauté, hein, un petit peu stressé, mais ça ira de mieux en mieux avec les questions qui avanceront de fil en aiguille. Question, entre nous, tu as pensé quoi de cette intro que moi je trouve truculente en fait? Que c'est Provence-Alpes-Côte d'Azur et pas juste Alpes-Côte d'Azur. Non mais oh. Non mais ouais, c'est inadmissible. Mais non, ça va, c'est très sympa l'intro. C'est vrai que ça couvre pas mal de choses, scientifiques, gilets jaunes. On en avait discuté, j'aime bien préciser quand même que je suis pas professeur d'université. C'est vrai, Caractère scientifique, c'est uniquement parce que je travaille dans le domaine de la science et j'ai un doctorat en biologie. exact. Mais ouais, c'est bien, c'est court parce qu'il y a beaucoup de monde qui présente longuement et même moi, quand je me présente, je parle trop. Bah, ça c'est une chose que tu apprends en magie parce que bah, ma communauté le sait pas, mais je suis passionné de magie, ça a été mon métier. Et en fait le truc c'est un truc, on t'apprend à aller à l'essentiel. Court, clair, concret, tu vois? Voilà. Et il y a aussi une chose que moi je trouve intéressante, c'est que ça peut justement prêter à confusion avec un autre scientifique, tu vois? Je mets des guillemets, marseillais celui-là. Et en fait, c'était aussi pour montrer une chose, c'est que même en disant la vérité, parce que tout ce que j'ai dit est factuellement vrai te concernant, bah, on peut induire en erreur. Et ça, c'était un petit, truc que j'avais envie de partager avec ma communauté pour dire, bah, même quand les choses sont vraies, ça peut induire en erreur et c'est peut-être pas forcément intuitif. Donc voilà, donc c'était, juste pour ça aussi Non, que et j'ai dit ça. je crois que tu as dit scientifique, c'est pas trop le cas? Bah, de Raoult, on est d'accord, mais c'était l'indice permettant de savoir qu'on parlait de toi. Ah moi, je savais pas que tu parlais de Raoult, voyons. Je n'ai rien dit, moi. Je tiens aussi à ajouter une chose, qui est importante, pour la suite, c'est que tu n'as pas eu accès aux questions. Tu sais, comment dire? Les 3 points généraux qui vont faire, cet entretien, mais tu as pas eu accès aux questions, précises. Du coup, bah, peut-être que tu vas peut-être dire des choses approximatives, tu vas peut-être te tromper, moi aussi. Si tu te trompes, peut-être que moi je vais pas relever. Bref, c'est les conditions du live. Donc si, il y a une erreur, bah, possiblement on va la corriger en amont avant de d'uploader la vidéo. Mais si on le fait pas, bah, vous pouvez nous informer dans les commentaires avec gentillesse et bienveillance. Parce que moi je sais pas toi, mais moi, j'ai un peu du mal à lire les commentaires qui commencent par une insulte, par exemple. Donc, voilà. Oh moi, j'ai pris l'habitude, donc allez-y. Moi, Allez-y, laisse-les. mais j'ai eu le droit quand j'ai parlé de, comment il s'appelle? Silvano Trotta. J'ai eu les mecs, mais j'avais partagé sur un canal Telegram de Trotta, ils ont pas aimé, ils m'ont banni instant et puis ils sont débarqués en masse. Alors, avant de continuer, est-ce que tu peux, nous expliquer, enfin surtout à ma communauté, pourquoi on fait cette vidéo à la base? Bah, je suis allé t'interpeller parce que alors il y a plusieurs personnes qui ont regardé tes vidéos, c'est assez intéressant dans mon entourage et on me l'a envoyé 2 fois et j'ai dit: «Ah bah, je vais la regarder». J'étais curieux, je me suis dit: «Tiens, plein de monde qui m'en parle, Et je le connaissais j'imagine pas». j'imagine que Voilà. c'est la dernière vidéo que j'ai faite qui parle du harcèlement, comment faire face au harcèlement sur Twitter. Exactement, comment faire face au harcèlement. Effectivement, bah, je suis dans des histoires de harcèlement, je me fais pas mal harceler sur les réseaux et j'ai fait des trucs un peu originaux récemment sur ça. C'est-à-dire que moi, je m'amusais à afficher systématiquement tous les trucs qu'on disait sur moi. C'est-à-dire Mmh. que, il y en a qui disaient que j'étais, je sais pas, un alcoolique ou je sais pas quoi, j'écris: «Je suis un alcoolique» et je screen le message OK, alors et excuse-moi, ouais. avant de te laisser, expliquer tout ça, je tiens aussi à dire et je pense que tu seras d'accord avec moi, que c'est ta manière de voir les choses, c'est un témoignage et Mmh en mh. tant que témoignage, on se doit de l'écouter parce que tu as quand même beaucoup d'expérience sur le fait d'être harcelé malheureusement. On se doit d'écouter et de respecter ce que tu dis, mais peut-être que ça a pas vocation à être généralisé à tout le monde parce que Ah chacun surtout pas, réagit hein. comme il peut et surtout, face au harcèlement, quoi. Ah oui, oui, non, c'est vraiment quelque chose que moi je faisais, que j'ai expérimenté un peu dans mon coin, je voulais voir. Ça a eu une petite efficacité, hein. Il y a des gens qui se sont rendus compte, de la violence de ce qu'ils disaient et qui sont parmi ceux que j'ai en fait, je prenais, c'était sur Twitter, je retweetais leurs trucs, donc du coup, ils le voyaient parce que je le retweetais
Mmh. Il y en a deux trois qui sont venus en MP s'excuser et qui ont supprimé leur truc. D'accord, Donc c'est pas majoritaire, hein, c'est pas systématique, ouais, mais c'est rare que j'ai des réactions comme ça. Donc je dois dire que ça voilà, ça a eu une petite efficacité, mais je l'avais fait et du coup ça avait été repéré par quelques personnes qui me suivent et donc comme ils ont vu ça, bah, ils ont vu ta vidéo et en plus, il y avait Séverine Falcovic à qui j'avais dit d'aller sur Twitter un petit peu, qui était beaucoup sur Instagram, d'accord, qui vulgarise un petit peu et qui s'est mise à Twitter et qui arrivait pas avec les paramètres, qui galérait et qui m'a dit: ouais. «Ah, elle est super bien ta vidéo par rapport au harcèlement». Parce que tu donnes un peu la manière, comme un guide un petit Comme peu, hein. bah, c'est surtout, en fait, Ouais. pourquoi j'ai fait cette vidéo, parce que j'ai vu ça fait quelques années que j'ai pris conscience que les gens, bah, quand ils sont harcelés, pour eux, il y a que 2 options. C'est soit on bloque, soit on met son compte en privé et le truc, moi, je connais quelqu'un qui a été harcelé et du coup, je m'étais un peu posé les questions, pour aider cette personne et à partir de là, bah, quand tu cherches, tu te rends compte de 2 choses. La première, c'est que les menus Twitter, donc c'était avant Elon Musk, hein, donc c'est pas lui qui a foutu la merde, mais les menus Twitter, ils sont habitables. Quand tu dois cliquer 6 ou 7 fois sur, des trucs dans les menus pour trouver le bon truc, évidemment, personne n'y va. Voilà, à part ceux qui sont, harcelés en mode hardcore, qui vont faire des recherches pour essayer de trouver des solutions. Et la deuxième chose, c'est que les outils, ils sont excessivement efficaces. Après, effectivement, il y a des côtés négatifs, par exemple la bulle de filtre, mais face au danger du harcèlement, qu'il soit psychique ou même, on peut en venir malheureusement à attenter à sa vie, à se suicider, à faire des tentatives et beh, je considère qu'une bulle de filtre, c'est pas cher payé pour rester en vie, en fait. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'avais envie de partager ça, pour aider les gens, parce que, par rapport à mon ami, bah, je sais ce que c'est, le harcèlement, je sais, les conséquences que ça peut avoir et du coup, voilà, je voulais aider un peu, les gens. Et je pense que ça aide pas mal, c'est intéressant, c'est quelque chose qui est utile et donc je me suis pas permis de critiquer en public. Je voulais pas te faire une critique, violente en public et cetera, t'afficher. Mais j'avais, bondi sur une petite phrase enfin, Mmh. sur un élément que tu mettais en avant, heu, parce que ça me touche particulièrement. C'est, l'affirmation que tu as eu au début de dire qu'il faut absolument porter plainte. Je l'ai réécouté d'ailleurs, tu dis de pas nécessairement faire un pharos, mais d'aller plutôt au commissariat porter plainte Mmh. et ayant cette expérience d'avoir porté plainte, je voulais nuancer et D'accord. parce que c'est quelque chose où finalement, si on décide de faire cette démarche, c'est un investissement qui demande du temps. Si on va au bout d'une plainte, ça coûte de l'argent. Tout le monde n'a pas toujours les moyens. Et quand on est déjà en difficulté, quand c'est déjà dur à subir, on espère de ça avoir un résultat immédiat. Il faut savoir que la justice est extrêmement lente sur ça. Mmh. Donc on n'aura pas nécessairement une protection, quelque chose, il va rien se passer en fait. Donc c'est pas une solution immédiate et c'est peut-être un petit peu un faux espoir, c'est ça que je ressentais un peu par rapport à la vidéo. Donc la 1re chose, c'est que le pharo, c'est pas exclusif de la plainte et c'est peut-être même mieux de le faire. Donc si jamais tu vas porter plainte au commissariat, tu disais dans ta vidéo de pas aller nécessairement faire un pharos. Moi, le pharos, ça coûte rien à faire, c'est un clic. Mmh. Il vaut mieux le faire en parallèle, si tu vas porter plainte. Alors après moi, de mémoire, il faudrait que je me repenche sur mes sources, mais de mémoire, en fait, c'était écrit directement sur le Pharos pour tout ce qui était affaires, personnelles entre 2 personnes, tu vois? Effectivement, ils invitaient sur leur site, à aller, au commissariat déposer plainte. Oui, Et il c'est pour ça l'invite que je ensuite, dis ça, tu vois? Parce qu'en fait, si tu regardes pour harcèlement, il y a pas de catégorie exacte, pour déposer plainte, dans le Pharos et je te dis ça de mémoire. Mais, ouais. le truc, c'est à vérifier. Je le vérifierai et je le dirai, dans la description après vérification. Oui, après c'est pas c'est un détail en soi et l'autre petit détail dans ta vidéo, c'est que, tu as utilisé le mauvais article de loi pour le harcèlement. C'est l'article 222-33-2 qu'il faut utiliser et c'est donc 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, le double. D'accord. Tu as annoncé, parce que toi, tu as trouvé le droit du travail et donc c'est le Ouais, harcèlement qui est valable qu'au niveau du travail et pas au niveau du harcèlement, sur sur internet, internet de manière globale, hors cadre travail. D'accord. pour le harcèlement, c'est la peine est encore plus lourde. Mais globalement, moi, Je vais corriger je ça, préfère, dans la description, oui, voilà, mais c'est dans pas enfin, voilà. Je mettrai un lien en disant: «Attention». Voilà. je voulais pas c'est bien, c'est sympa que tu m'aies invité à discuter, tu vois? Mais c'était pas, je pensais pas que ça méritait une discussion, mais en fait, on s'est mis à discuter pour d'autres raisons et puis on s'est dit: «Allez, on va faire un petit live ensemble». Mais En moi, tout tu cas, vois,
déjà montré dans le passé, c'est-à-dire que quand je fais une erreur et qu'on me le dit gentiment, je suis le premier à le reconnaître, à l'écrire, dans la description, à faire un tweet, à mettre un commentaire épinglé pour le dire. Moi, j'ai aucun problème avec ça, je sais que je suis un être humain, je suis faillible, j'ai et Oui, tu le dis gentiment comme tu le fais, bah, moi je te remercie, et moi, ça m'arrive souvent de me planter aussi, hein. Quand on est convaincu d'un truc, on partage et puis voilà. on a googlé un truc mais ce que j'avais surtout, voulu te dire, c'était plutôt mon expérience personnelle sur les plaintes en te disant, ouais, en fait, alors j'ai remarqué premièrement que sur les plaintes pour, diffamation, harcèlement et tout ce type de choses qui se passent sur les réseaux sociaux, lorsque c'est une plainte contre X et non pas contre une plainte contre une personne identifiée, ce qui est le plus souvent le cas, c'est souvent des X quoi, c'est souvent des gens, et même quand c'est le compte nominatif d'une personne, il vaut mieux porter plainte contre X parce que ça on n'est pas sûr que c'est vraiment cette personne qui est derrière le compte. Il Et peut donc y avoir une interprétation ou des ouais, bails un c'est peu ça. chelous, Donc généralement, c'est plutôt des plaintes contre X et sans être trop mauvaise langue, mais quand on porte plainte au commissariat contre X sur quelque chose sur internet, on remet l'enquête au commissariat, donc on n'enquête pas soi-même mmh, et l'enquête va rarement très loin. mmh, Parce que, c'est un délit très mineur, que Twitter ne collabore jamais, que Facebook collabore très peu, que donc du coup, les policiers vont faire quoi? Ils vont dire: «Bon, bah, on va demander, au grand maximum dans l'enquête, ils vont demander à identifier la personne». Ils vont pas avoir de réponse et ils vont classer enfin, peut-être même pas classer sans suite, ils vont laisser traîner et abandonner et mmh. en fait, il y a des délais de prescription qui vont courir et ça va être abandonné Mais et après, tu donc vois, la problématique, c'est que dans ce cas-là, on fait rien ou on dit, on répond, sur, tu vois? Enfin, c'est ça. Moi, tu vois, je pars du il y a 2 choses, déjà, je reconnais que oui, effectivement, qu'on est harcelé, on n'a peut-être pas l'énergie. Évidemment, on va au commissariat déposer plainte seulement si on le peut, en fait. C'est-à-dire si on a l'énergie, l'envie, tu vois? Parce que dans le cas d'un harcèlement, ça peut partir en dépression, des choses comme ça et voilà. Donc ça, c'est la première chose et je te rejoins sur cette nuance que j'avais pas, mis dans ma vidéo. Effectivement, tu as raison sur ce point-là. Mais la deuxième chose, c'est quoi? C'est que si on est harcelé, on fait quoi? Moi, j'ai envie de dire, si tu peux porter plainte, va porter plainte et même si ça a 0,5 de chance de faire évoluer les choses, positivement, bah, c'est 0,5, c'est mieux que zéro, tu vois? Parce que alors sinon on fait rien et on subit, tu vois? j'ai en aucun cas envie de dissuader une personne qui veut porter plainte de porter plainte. Si on a envie de porter plainte, il vaut mieux y aller. La manière de porter plainte est importante. C'est pour ça que je pensais que c'était Mmh, bien de préciser. d'accord, Il y a commissariat et gendarmerie qui existent. c'est vrai. Donc, moi, je fais davantage confiance à la gendarmerie qu'à la police. C'est un choix, hein. Je privilégie des plaintes auprès d'une gendarmerie qu'auprès d'un commissariat. Et juste une Question de question, on est d'accord, la police, on va dire, de manière, un petit peu stéréotypée, c'est la ville et la gendarmerie, c'est la campagne, c'est ça? très sou ouais, c'est historiquement, on a hérité de ça, ouais. D'accord et donc Après, les découpages c'est des découpages sur du territoire, hein. Parfois, on a les 2 options et quand on peut et là, ce qui est intéressant, c'est que c'est du territoire national sur internet. C'est-à-dire qu'on peut porter plainte, entre guillemets, «n'importe où». d'accord, Souvent, c'est quand même redirigé vers le commissariat ou la gendarmerie du coin. d'accord. Mais j'ai tendance, moi, à remarquer alors c'est vraiment une tendance générale, difficile à confirmer au cas par cas, parce qu'un commissariat peut être très performant Aussi et et l'autre, contrebalancer l'idée générale. Mais je d'expérience, en ayant discuté avec des personnes qui ont dû faire des différentes plaintes et cetera, j'ai remarqué que la gendarmerie, a tendance à être un peu plus efficace que la police, de mon expérience, qui n'est d'accord pas, une statistique, qui n'est pas une je suis pas et spécialiste, hein. je pense que tu as quand même malheureusement plus d'expérience que beaucoup d'entre nous qui regardons cette vidéo, sur le sujet, Ouais, c'est de une déposer petite des plaintes. expérience, c'est pas grand-chose, hein. Après, je peux me tromper, ça peut être faux, hein, voilà, je suis même ouvert à ce qu'on me montre le contraire. Et c'est ça, c'est le 1er point, je voulais te poser un autre Pardon. point, si tu me permets, avant que tu Vas-y, poses une vas-y. question. Parce qu'au-delà du commissariat et de la gendarmerie qui mènent l'enquête, on peut aussi porter plainte directement auprès du procureur C'est ce que j'allais dire. On est et d'accord. voilà et avec constitution de partie civile et c'est ça qui a, en fait, le plus de chances d'aboutir à quelque chose D'accord. et ça demande constitution de partie civile Ça et veut dire généralement, ça demande constitution de partie civile pour les gens qui heu, connaissent pas. quand quand on se constitue partie civile dans la directement au moment de la plainte, on paye une caution, D'accord. au cas où on est, porté plainte de manière abusive ou un truc comme ça et cet argent servira à rembourser les frais de justice, donc il nous sera pris, si jamais notre plainte est abusive. C'est D'accord. très rare, voilà. Donc si on est sûr de ce qu'on fait, il vaut mieux aller en plainte avec constitution de partie civile, ce qui contraint un peu plus l'action publique et qui D'accord. force l'action publique à avancer. Parce que ça paraît un Heu, peu on va mettre un peu la pression, bah, derrière aux enquêteurs pour avoir du résultat, quoi. voilà On et donc on bypass en fait, la hiérarchie, on tape directement au procureur. voilà et je pense que dans le fond,
Ce qui peut être le plus intéressant, c'est de se rapprocher d'un avocat et d'un professionnel de la justice avant de se rapprocher d'un commissariat ou avant d'aller porter plainte. C'est-à-dire que je pense qu'il vaut mieux chercher, du côté de la justice un avocat ou un ami juriste si on n'a pas les moyens, parce qu'il faut pas oublier que ça coûte de l'argent. Bien sûr. Mais il faut être très conscient que dès le départ, si on fait ce genre de procédure, ça va être long, on n'aura pas un résultat immédiat, ça va coûter de l'argent et je voulais citer que des décisions de justice, qui pour l'instant en apparence m'ont étonné, notamment celle, concernant, Magali Carcopino-Tuzoli, la fille de Didier Raoult, contre, Éric Chabrière. Donc, Magali, elle est surtout médecin, elle est pas juste la fille de Didier Raoult, hein. J'ai envie de préciser quand même, mais, Très bon, bien. c'est médiatiquement, ça a été montré pour ça et effectivement, elle a porté plainte contre, Éric Chabrière, heu, sous le compte, selon la plainte, le professionnel. Mmh. La défense d'Éric Chabrière, relatée par la presse, a été de dire que, le numéro de téléphone d'Éric Chabrière est public et donc que n'importe qui peut utiliser ce numéro. Or, on sait très bien que lorsqu'on fait un compte Twitter et qu'on rentre un numéro de téléphone, il est validé par SMS. Donc Twitter a été contraint, c'est pas quelque chose que Twitter a fait volontairement. Ça a demandé une bataille judiciaire pour contraindre Twitter à donner le numéro de téléphone de création de compte et malgré ce numéro de téléphone, bah, il a été, non seulement acquitté sur ça, mais en plus, Magali a été condamnée Pour à verser de diffamation. l'argent à Éric Chabrière. D'acc Voilà, bah, donc et son mari aussi. Donc faut être conscient. C'est pour ça que je dis c'est ça. un droit aussi, qui est relativement récent dans le droit français. Mmh mh. L'internet, c'est quelque chose qui a une vingtaine d'années, tu vois? Un petit peu plus, mais pas beaucoup plus et du coup, je pense que les jurisprudences et cetera sont pas forcément encore très, très ancrées, en fait et qu'il y a peut-être de ça, plus une méconnaissance des mecs qui étaient dans la salle, quoi, clairement. J'ai aucune idée de la raison de ce déroulé, mais en tout cas, ça montre que l'issue est pas toujours favorable, pour quelqu'un qui se plaint de harcèlement. Que ça peut être, très traumatisant, de vivre ça en plus par-dessus. Donc qu'il faut y réfléchir à 2 fois, vraiment être sûr qu'on a les épaules et c'était pour ça que j'avais fait cette petite remarque Mmh. parce que dans ta vidéo et je le comprends et c'est ce qu'on dit toujours, tu as dit: «Il faut systématiquement porter plainte» et en fait, je pense pas que le systématiquement, c'est le mot qui me dérangeait. Mmh. C'est Bien qu'il sûr. faut peut-être réfléchir avant de porter plainte, Il y a plus choisir comment on le fait et pas le faire nécessairement si, bah, on n'est pas prêt à mettre déjà de l'argent et tout le monde n'en a pas et et ça de je l'énergie aussi, ouais et prêt à s'investir bien parce que sûr. derrière, c'est quelque chose qui va en coûter encore plus et le harcèlement ne va pas cesser. C'est ça qui est important, c'est que c'est pas parce que j'ai porté plainte que le harcèlement cesse, Mmh. par magie. Ouais et est-ce que toi, pour les plaintes, alors je sais pas si c'est encore dans le cadre de procès, si c'est terminé ou pas, mais heu, si tu peux en parler, ou pas, tu me diras. Mais est-ce que c'est des gens qui étaient connus, qui avaient un réseau d'influence ou des gens qui sont totalement random, en fait? Alors moi j'ai choisi, ça c'est un choix personnel, de pas attaquer les personnes plutôt random, D'accord. en me disant que bon, c'est ma logique personnelle, hein, j'ai l'impression qu'ils sont manipulés par un discours. Mmh. Ils suivent, en fait, quand on commence à attaquer quelqu'un, quand on commence à le harceler, quand on commence à être violent avec lui, c'est qu'on estime de manière générale que c'est pas bien de le faire, mais que dans ce cas particulier, c'est légitime de le faire. Mmh. Il y a une raison. Cette personne est un sale violeur, donc j'ai le droit d'outrepasser la loi et d'aller plus loin que la loi parce qu'il le mérite. On n'a pas vraiment le droit juridiquement, hein, Mmh. mais c'est le raisonnement La qui se logique. passe dans la tête de Mmh. la personne, ouais. Et je pense que, ceux qui vraiment m'ont parlé très violemment, m'ont agressé et cetera, l'ont fait parce qu'ils ont gobé des discours, des narratifs complotistes, mensongers, D'accord de la part de certaines personnes. et du coup, ils Donc, sont aussi victimes, même si ce qu'ils font, malgré tout, est inacceptable, ils sont victimes de d'autres personnes, en fait? j'ai une certaine empathie pour eux, je demande pas à tout le monde de l'avoir, Mmh, hein. bien C'est sûr. pas, c'est Tout le monde ma façon de doit l'avoir, hein, clairement. ouais, ouais, clairement et moi je le vois comme ça et je me dis: «Je veux pas qu'eux, qui ont pas d'argent, qui ont pas beaucoup de moyens, qui sont en fait, la chair à canon des personnes qui sont derrière ça, prennent». Je préfère ne pas réagir et surveiller ceux qui les manipulent, Et com surveiller ceux qui les entraînent comme et on si dit jamais eux font un faux pas, là je porterai plainte contre eux. et Donc comme mes on plaintes
sont dirigés contre ceux qui désinforment, en Ouais, premier lieu, et qui sont plutôt des têtes visibles et importantes. c'est ça. Je ne j'évite de porter plainte contre, un kidam, qui a pas fait grand-chose, quoi. C'est un peu le principe de tuer le général d'une armée et les fantassins, ils se retrouveront, désorganisés, quoi. Ouais, c'est un peu le Logique, principe là, c'est ouais, voilà, c'est sans la notion guerrière peut-être, enfin voilà, mais ouais, je vois ce que tu veux voilà, dire. on Moi, ne je veut suis pas couper la tête pensante, celle qui pense pour voilà, le groupe et j'ai juste envie de libérer en fait, c'est au-delà de ça. C'est permettre à ces personnes qui sont manipulées, en fait, de se libérer de cette emprise d'accord, et ça va plus loin, ouais. ça va plus loin que juste, décapiter la tête, du chef, du général, voilà. Mmh, Non, c'est carrément convertir les fantassins, quoi. C'est c'est retourner l'armée contre lui. Mais c'est, et à mon sens, c'est en fait, ça se fait en montrant ce qu'ils font et le principal problème, de la justice, c'est les moyens. C'est qu'elle est très lente, par faute manque de moyens. Les enquêtes sont lentes, les pouvoirs sont pas toujours totaux. Je veux dire, un juge qui ordonne à une plateforme numérique de révéler une identité, la plateforme numérique n'obéit pas, le juge, il est souvent coincé. Il a pas beaucoup de moyens contraignants. Il peut mettre une astreinte, mais faut y aller, il faut que ce soit justifié et cetera. Le droit, n'est pas toujours outillé pour. C'est-à-dire que, parfois, on peut se réfugier derrière des lois qui disent que, on a le droit de communiquer une identité qu'en cas de danger terroriste ou et cetera et que si c'est juste des petits trucs comme diffamation, bah, non, on communique pas les identités. Donc d'accord. il y a des choses il y a des textes de loi comme ça qui sont peut-être pas adaptés à ces situations de harcèlement, qui demanderaient peut-être des alors je sais pas si ce serait faudrait le comme je te disais, ce serait pertinent d'interroger un juriste parce que je ne sais pas quels sont les dangers à modifier la loi à ce niveau-là. Si elle est comme ça, c'est peut-être qu'il y a une raison. Mais en tout cas, je constate Ou on peut ouais. aller voir de un petit peu différemment, mais peut-être que c'est aussi un choix politique, puisque c'est les politiciens qui font la loi entre guillemets, tu vois? Étant incompétent, j'en sais rien. Mais, je constate juste que dans ma situation, dans les situations de harcèlement, c'est un frein Ouais, et ce serait intéressant de savoir si on pourrait faire une évolution pour que ça aille plus vite à ce niveau-là, hein. Voilà. peut-être, voir avec, Vous avez le droit, Ouais, ouais, pour c'est lui poser la question, c'est très intéressant. Sébastien, si ouais, tu bah, passes ici j'ai discuté avec lui, déjà on voulait peut-être faire une émission et j'attends un peu qu'il y ait peut-être des procès aussi qui une décision finale qui soit rendue parce que j'ai des procès en appel, j'ai plein de de trucs juridiques en cours et ça pourrait être intéressant de débriefer un peu ça quand on pourra vraiment en parler. Parce qu'effectivement, on ne peut pas, trahir le secret de l'instruction et l'indépendance de la justice et cetera, donc ouais, on ne peut pas tout parler des tout à l'heure et aussi tu peux en parler, voilà quoi. bah, justement, c'est pour ça que je te fais des réponses générales Non, bien sûr. qui n'impliquent pas les cas particuliers, dans lesquels je suis, mais qui décrivent la situation, de la loi. Voilà. Mmh mh et c'est vrai aussi, tu vois, je te posais la question, est-ce que tu penses qu'il peut y avoir une différence ou pas du tout dans le cadre, de quelqu'un de connu avec un réseau et d'un mec inconnu, tu vois? Est-ce qu'il y a une différence? Alors la loi, elle est la même normalement, mais, le réseau, il peut avoir une influence peut-être, selon toi, sur, les résultats Alors de il y l'enquête? a, Ouais, clairement théoriquement, la justice est indépendante. En pratique, on a des précédents. Je ne vais pas parler de l'actuel, j'en sais rien. Par contre, on a des précédents de loges maçonniques, à Nice. Alors attention, ça peut tout de suite faire peur parce que complotisme maçonnique, non. Bon, les francs-maçons, faut pas se faire une théorie du complot dessus, mais ça existe. mmh, C'est des gens qui se font des réunions, qui c'est très politique, hein, c'est souvent lié à la gauche et qui refont le monde et c'est souvent des notables ou des personnalités et il y a des loges dans différents endroits et la loge maçonnique de Nice posait problème, dans les années 90 environ, d'accord. où il y avait, heu, au niveau des juges, des proches de politiques et des décisions de justice un petit peu étranges parce qu'il se passait sans doute des choses au Il sein y de avait la du loge, réseautage. des réseautages qui se passaient. D'accord, Donc, il y a eu, alors je suis pas au courant du détail de l'affaire, mais je renvoie pour ceux qui veulent creuser cette histoire, c'était Montgolfier, il s'appelle, d'accord. qui a fait, c'est un procureur, je crois, qui a fait vraiment un travail énorme de nettoyage, qui était très relayé par la presse, qui avait impressionné tout le monde et moi, je suis pas au fait du détail de ça, mais ce que je Bien peux sûr. dire, c'est qu'effectivement, dans des cas particuliers, dans certains, tribunaux, il arrive, que, il y ait des liens d'intérêt, des choses comme ça, qui rendent la justice pas aussi indépendante qu'elle devrait l'être Ouais, et d'accord. donc qui peut justifier des décisions de justice aberrantes
et Bah, heureusement, bah, il y a des lanceurs d'alerte, il y a des gens comme Éric de Montgolfier qui essayent de lutter contre. et parce qu'en fait, tu vois, moi, on dit ça, alors moi, je vais mettre les pieds dans le plat, si tu veux pas prendre part et cetera, bah, voilà, c'est moi qui le dis. Mais moi, forcément, je pense à Didier Raoult, tu vois? Par Mmh. exemple, les points IGAS, tout ce qui a été fait, de même enfin, même moi qui suis pas scientifique, j'ai compris que c'était ni fait ni à faire, que c'était abuser d'un système pour avoir, des points qui permettaient d'engranger de l'argent et cetera et que derrière, bah, moi je me pose la question légitime, c'est comment il a pu tenir aussi longtemps, en fait, tu vois? Voilà, je Alors, trouve que c'est une question, voilà, on sait aussi les connexions avec, alors, comment il s'appelle, le politicien là? Je zappe. Muselier? Renaud Muselier? Non, un autre, Douste-Blazy? pardon? Philippe Douste-Blazy? Encore un autre. Mais tu vois, il y en a Il y beaucoup, en a beaucoup enfin, bien, hein. voilà, Il y a c'est un ça, gros il réseau, est très entouré de politique, en fait et ouais. ça, c'est, quelque chose qui est documenté, qui est public et voilà, donc je mettrai des liens, dans la description, il y a pas de souci et du coup, voilà, ça pose cette question. Comment il a pu faire ça tant d'années sans qu'on lui tape sur les doigts? Voilà, Alors comment moi, il j'ai 2 réponses à te faire sur ça. d'accord, Une première, comme les affaires sont encore en cours, je ne préjuge pas de ce qui va se passer. Voilà. d'accord, Je commenterai une fois que bien les sûr, jugements seront faits, une fois que toutes les procédures seront écoulées, s'il y a des appels et cetera. c'est prudent. Voilà, si jamais la justice se passe correctement, je pense comme toi qu'il y a peu de chances qu'il s'en sorte totalement indemne. Mais s bon, on va voir, on va voir. Et s'il y a des décisions de justice qui m'étonnent, je manquerai pas de les commenter. Mmh. Mais je vais pas présumer des Non, choses, on va mettre les choses dans on l'ordre, on attend un petit attend. peu, on essaye de faire. Maintenant, il y a des décisions de justice qui ont étonné, notamment, la Commission nationale des comités de protection des personnes. Il y a D'accord, une décision de justice qui a été prise en 24 heures, de classement sans suite, d'une plainte ou même de plusieurs plaintes concernant l'essai clinique de Gautrey et al. Qui portait, sur l'hydroxychloroquine, la toute première, où des enfants de moins de 10 ans étaient dans le groupe placebo, mais étaient inclus dans l'étude, qui était déclarée comme un essai clinique et l'autorisation était pour les mineurs de plus de 12 ans. Parce que la loi est différente quand on a à partir de pour les 13 ans et plus, la loi est différente que les moins de d'accord, 13 ans. Donc qu'il y ait 2 enfants de 10 ans dans son étude, ouais, ça a fait se poser des questions à certaines personnes qui ont donc porté plainte et la justification qui a été donnée, c'est comme ils sont dans le groupe placebo, OK, c'est OK, c'est pas grave. Mais c'est pas une bonne justification ouais, selon le comité, le grou je crois que ça s'appelle Comité national du comité de protection des personnes ou mmh, ouais, conférence nationale des comités de protection des personnes. Donc eux, ils ont fait un communiqué public qu'on peut trouver, où ils s'étonnent de cette décision de justice. Il y a, Anne Jouan, qui est une journaliste assez connue, qui était très impliquée dans le Mediator, qui a d'accord, suivi énormément ces scandales-là, qui a expliqué qui a interviewé le directeur de l'ANSM, qui a eu des renseignements par différentes personnes à l'ANSM et qui a dit qu'Emmanuel Macron est intervenu directement pour ralentir des dossiers. Que les gens avaient peur de Macron et que du coup, il y a des dossiers au niveau de l'ANSM qui ont été ralentis. oui, Voilà. Donc là, typiquement, on a des procédures judiciaires où je sais pas à quel point c'est vrai, je sais pas, j'ai pas les détails, mais où il semble qu'il y ait des interventions, des choses, étonnantes en tout cas, des gens qui s'étonnent, qui critiquent. mmh. Il y a une dernière Et un autre étonnement. des interventions au plus haut niveau politique français, c'est pas rien non Ouais. plus, Il y potentiellement. a le livre d'Ariane Chemin et de Marie-Estelle Etchegouin dans lequel il est dit, c'est la biographie de Raoult, Didier Raoult, Une folie française, dans laquelle il est indiqué que, Olivier Véran aurait calmé Raoult lorsqu'ils ont, interdit, enfin, quand ils ont réservé la prescription de l'hydroxychloroquine en hôpital, pour les cas graves, il aurait dit à Didier Raoult que l'administration n'irait pas regarder ce qu'il fait. C'est écrit en toutes lettres dans le livre. Donc Après, entre ce qu'il dit, la réalité, je sais pas s'il est digne de je ne sais confiance pas dans ce quelle est qu'il la dit, source, quoi. c'est pas c'est dans le livre. Donc D'accord. je dis juste que si c'est vrai, c'est-à-dire que si un ministre a dit à Didier Raoult que l'administration ira pas vérifier. Je sais pas qui l'affirme ça, si D'accord. c'est voilà, mais en tout cas, voilà, ça montre que là, il y a des moments où on peut se demander si l'indépendance est totale, Mmh. mais normalement, elle l'est et il faut Oui, pas bien présumer sûr. du fait qu'elle est pas indépendante. Et j'aimerais Voilà. rebondir sur un autre
truc aussi sur les conséquences de cette mise en avant de Didier Raoult. Parce qu'à une période, on l'entendait que lui dans les journaux, à la télé, et cetera. Vraiment, il y a eu que lui. Moi, à l'époque, j'étais administrateur d'une page Gilets jaunes, à Bordeaux, tu vois? Une petite page, de 6 ou 7 000 followers, tu vois? Tranquillou. Et en fait, le truc, j'étais administrateur, on était, 6 ou 7 à gérer ça. Et en fait, on s'est rendu compte que Raoult, ça a été un moyen incroyable, fantastique et super efficace de détruire le mouvement des Gilets jaunes. Mais littéralement. C'est-à-dire que à partir du moment où il y a eu Raoult, on a vu de plus en plus de tensions, distensions, en tout cas sur notre page. Après, on ne généralise pas, mais ça me paraît pas très déconnant de dire que ça a été pareil partout. Euh, et en fait, à terme, on a pris la décision de fermer la page. Parce que Ouais. on avait beau dire non, on veut pas qu'on parle de Raoult. Ah, mais vous êtes des vendus, ah, vous êtes un solde. Bah écoute, c'est ma page. Si tu n'es pas d'accord, tu vas sur une autre page qui sera ravie de t'accueillir. Nous, on fait pas ça pour avoir des followers. On y passait, moi j'y passais 1 à 2 heures par jour. T'es pas rémunéré à être modérateur Facebook, hein. Donc voilà. Et on était pareil pour tous les autres, on était 5 ou 6. Donc on y passait beaucoup de temps. Et derrière, bah voilà, ça a détruit. Alors tu vois, je vais pas rentrer dans le. J'ai pas plus de preuves que cette expérience personnelle, mais c'est assez troublant. Quand je t'entends dire que Macron a potentiellement pris parti, etc., que Véran a potentiellement dit bah vas-y, on ferme les yeux. Et quand je vois le résultat que ça a eu de l'apparition de Raoult dans les médias, etc., et les conséquences que ça a eu sur la page et sur d'autres pages, parce qu'on n'est pas la seule à avoir arrêté, voilà. Donc, Bah, je pense que c'est pas faut pas connecter les choses de notre vécu personnel, des choses qui vont passer au niveau national. Là, à ce niveau-là, au niveau national conséquences, tu vois, c'est pas ce ouais, que je dis, mais je dis ouais, juste que la mais oui, temporalité, la temporalité, voilà ce qui s'est passé. Factuellement, c'est ce qui s'est passé, tu vois, sur cette page. ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, l'enjeu de Macron, à l'époque, c'était de rester populaire, d'arriver à se faire réélire et cetera et cetera et je pense que s'il s'était opposé frontalement à Raoult, politiquement, ça aurait été extrêmement difficile pour lui de gérer ça. Donc il a choisi, une solution que je trouve très fragile, très peu intègre et très peu courageuse, qui est de lui rendre visite et moi, ce qui m'a marqué, c'est qu'il est venu s'assurer que les essais cliniques se passaient bien. Alors, il a très mal fait son travail, C'est vrai. mais vu la lettre, ouverte, la tribune, pardon, des sociétés savantes récentes, qui disent que c'est le plus gros essai clinique, illégal, enfin voilà, sur 30 000 patients, ouais, écoute, si le président est venu dire que c'était bon, Ouais, mais c'est problématique, hein et je pense vraiment que c'était un jeu politique pour lui, purement politique, de gestion de la popularité de Didier Raoult qui est devenu extrêmement populaire et et je pense que ce qui a vraiment, ce que tu décris sur les mouvements, gilets jaunes est généralisable à tous les mouvements d'opposition. Didier Raoult, a été présenté comme un opposant et ce qui est assez intéressant, c'est que lui-même, par contre, disait du bien de Macron et lui-même ne critiquait jamais le gouvernement vraiment, frontalement. Il disait qu'il y a des décisions qui sont mal prises et le conseil scientifique qui sont mal conseillés et cetera, mais le président, je l'aime bien et c'est très paradoxal et il y avait, il y avait cet énorme paradoxe parce qu'il y a beaucoup de monde je pense, qui s'est senti humilié par le passé, surtout dans les oppositions et qui a vu, en Raoult une sorte de revanche, une revanche politique, une, «Tu m'as humilié, bah, maintenant il y a un grand scientifique, le plus grand de tous, qui va t'humilier» Mmh. et je pense vraiment que c'était plus cette mécanique-là, qui était vraiment viscérale, hein, qui était du ressenti, Bien qui sûr. était et voilà et ça a créé une sorte de distance entre les personnes qui étaient, très émotionnelles, qui partaient sur ce ressenti-là et les personnes qui comprenaient la chose, scientifique, qui regardaient la publi, qui essayaient de comprendre et qui disaient qu'il y a un problème. Mais il y a l'inverse existe aussi, c'est-à-dire qu'il y a des personnes très rationnelles qui sont partis très loin qui ont lu les études, mais qui n'ont pas tout à fait compris les petits trucages qu'il y avait dedans et qui du coup étaient dans une analyse, mais tellement, un peu, comme certains font quand ils vont trop loin dans une analyse et qui ont leur l'idée préconçue, hein, et qui vont très loin dans ça
Donc du coup, il y en a qui étaient un peu analytiques et qui partaient dans quelque chose, d'un peu vrillé sur ça et d'autres qui étaient un peu émotionnels, mais qui sentaient que Raoult, c'était pas net et qui voilà. Mmh. Mais je pense que majoritairement, les personnes qui avaient plutôt tendance à regarder les données scientifiques, à s'intéresser à la science et cetera, ont eu tendance à dire: «Ouais, non, là, il y a un souci». Au moins en décalé, peut-être pas Ouais. immédiatement, parce que ça a mis un peu de Bah, temps à bah, ce que tout le monde, capable de lire, un texte scientifique, par exemple, mais c'est vrai qu'après derrière, bah, on va dire que j'ai fait confiance aux bonnes personnes et pour me permettre d'appréhender la chose, en fait, hein, tout simplement et ça rejoint, la vidéo de la tronche en biais, comment faire confiance à quelqu'un, tu vois? Avec, Marie Pelletier, la vidéo qui est sortie il y a quelques jours, ou qui pose cette question: «Comment je peux faire confiance à quelqu'un qui se dit expert? Est-ce qu'un titre, ça suffit?» Bah, là, dans mmh. Raoul, tu vois, il non, parce qu'il a un titre, oui, mais derrière, non. Comme Montagnier qui avait eu un prix Nobel. Je veux dire, c'est pas rien un prix Nobel. Bah, pourtant, il a dit beaucoup de choses, on va dire, qui étaient, soit fausses ou soit, totalement hors de son domaine de compétence. Donc voilà. Bah, c'est très, très compliqué d'arriver à faire la part des choses et justement, c'est là que j'en veux un peu aux autorités. C'est ce qui s'est passé, pour moi, en tout cas, avec beaucoup de gilets jaunes à qui je parlais en privé. Je ne vais pas, révéler qui, comme ça je Bien sûr. trahis pas, des discussions privées. Mais il y a différents gilets jaunes, dont des personnes un peu en vue, hein, qui avaient le doute et en mars, ont vu mon travail, ont pris le temps de regarder, ont regardé en détail ce que je disais et ont dit: «Ouais, en fait, il a peut-être truqué ses résultats». Mmh. Mais moi, je suis pas scientifique, je suis incapable de juger, j'ai eu un bon réflexe. Moi, je trouve que leur manière de faire était très pertinente. Mmh. Ils ont dit: «Je suis pas capable, moi, gilet jaune, de juger. Je vois ce que tu me dis, Alex, ça m'a l'air cohérent et je crois qu'il a truqué ses résultats. Mais je suis sûr que si tu me mets Raoult, pendant 1 heure qui me parle, je vais croire le contraire». Et ils ont raison de le dire en plus. Je suis C'est convaincu que sain de reconnaître ses limites et c'est ouais. pas donné à tout le monde, donc bravo à ces Et gens-là. ils m'ont dit: «Le juge de paix, ce sera en fait si ce que tu dis est vrai, c'est tellement scandaleux que, Didier Raoult va se faire virer au bout de 2 mois. Et s'il se fait virer, c'est que tu avais raison. Ouais, S'il se fait pas virer, s'il y a personne qui le dégage et s'il continue à être sur le devant de la scène, c'est qu'il a tenu malgré les critiques. C'est qu'il avait raison». Et alors donc c'est ils m'ont laissé 2 mois et c'est là que je pense que justement la lenteur de la ouais, justice, les plus le réactions ré politiques, plus le réseautage. l'absence de réaction des tutelles, parce que Ouais, les tutelles ont mis beaucoup de temps à réagir, ouais, l'absence de rétractation de papier par les journaux scientifiques. Toutes ces absences au niveau institutionnel, au-dessus, en fait, ont fait que, il était, presque normal et cohérent pour, quelqu'un qui n'a pas nécessairement beaucoup de compétences bien sûr. scientifiques, et qui est pas capable de juger, en fait. Mmh. Sur les éléments qu'il a, il pouvait de manière cohérente soutenir Didier Raoult et je le comprends encore aujourd'hui et je me dis que même à l'heure actuelle, je comprends qu'il y en ait qui le soutiennent, Ouais, c'est et je trouve ça pas ça totalement irrationnel si on se met hors jeu sur la partie scientifique. Si bien on dit: sûr. «Je ne maîtrise pas les sciences» et L'erreur, elle est de penser que si il fait de la merde, il sera renvoyé. C'est ça l'erreur. C'est de penser ça qui fait que ça biaise totalement le résultat. une Parce qu'il confiance peut excessive aux institutions, quoi, que normalement on devrait avoir, hein. faire confiance aux institutions, mais malheureusement, dans les faits, c'est pas toujours vrai. Tu vois? Et Voilà. c'est plein de paradoxes parce qu'en Mmh. fait, on a tendance à penser que les gilets jaunes sont ceux qui ont le moins confiance aux institutions, mais finalement, elles attendaient des institutions C'est quelque vrai, chose pour leur démontrer que donc c'est vraiment plein de paradoxes. Alors c'est pas je généralise, c'est pas tous les gilets jaunes, hein, bien sûr. mais c'est voilà, c'était quelques personnes de mon entourage et je trouve ça intéressant comme témoignage parce que du coup, ça te montre la nuance et subtilité qu'il y a dans ce raisonnement Mmh mh. et je pense que il y a eu ce débat chez certaines personnes. Est-ce que, ça sert à quelque chose d'intervenir ou est-ce qu'on va pas en faire un martyr et que du coup, si on en fait un martyr, il sera encore plus adulé? Mmh. Et ce discours de dire: «Il faut pas faire un martyr d'une personne», à mon avis, il est malheureusement, il fait trop appel d'air. Il y a trop de conséquences néfastes. Si je fais une balance, bénéfice-risque, hein, Mmh. comme on fait toujours, là, c'est très subjectif, c'est pas une balance, c'est mon avis, hein. Bien sûr. Mais j'ai tendance à penser qu'il y a beaucoup plus d'effets pervers, notamment l'appel d'air, c'est-à-dire l'impunité, bah, ça en entraîne d'autres. J'ai pas nécessairement envie d'une sanction. Moi, je suis beaucoup plus, j'ai une idée un peu spontanément récemment, je l'aime bien, hein. Et cette idée, que j'avais eue Ouais. chez Mandak, c'était de dire: «Bon, bah, si quelqu'un fraude ou truque des résultats ou fait des choses comme ça, on n'est pas obligé de le virer, de lui enlever tout ce qu'il a. Mais on peut dire: "Il n'est pas compétent pour publier actuellement, donc on va le former à l'éthique et à l'intégrité scientifique"».
et on lui fait une petite formation, on lui explique les conséquences d'une fraude scientifique, on lui fait un cours pendant il a un SMIC pendant 3 ans et s'il pourra redevenir professeur après, une fois qu'il aura validé un module de formation, qui lui permet il redevient étudiant pendant 3 ans. On lui Ou alors, apprend, les bases de l'éthique, de pas frauder et cetera et cetera. ou un permis de publication de Ouais, sport. non, on va pas exagérer à ce point-là, mais on va pas infantiliser non plus. Mais je trouve ça intéressant que ce soit C'est ouais. exactement le principe du permis, hein. Ouais, c'est ça, c'est entre la sanction et le parce qu'il y a une sanction quand même un petit peu, mais qui réhabilite en quelque sorte, qui permet de reconstruire quelque chose de parce que moi je perds même pour Didier Raoult, je perds pas espoir qu'une personne qui, une fois qu'on lui le confronte vraiment, si on arrive à la faire admettre ses erreurs et qu'elle s'en rende compte et qu'elle commence à réfléchir et qu'elle commence à se dire: «Ah ouais, mais en fait ça a des conséquences graves ce que j'ai fait», qu'elle puisse changer. Mais Mmh. pour ça, il faut qu'elle l'admette, qu'elle l'accepte et qu'elle C'est soit honnête. comment dire? C'est pas, mince, il y a un mot pour ça, heu, ah, il est parti, il va pas revenir. C'est pas idéaliste le mot que je cherche, mais c'est, Utopiste. utopiste, voilà, c'est ça. Ouais, c'est un petit peu ça. Moi, bah, c'est des notions de Mais justice c'est réparative. mais je pense que dans Bah, les faits, il y a ça c'est comme marche pas à tous les déposer plainte, coups. on va peut-être acheter à 0,05, tu vois? Bah, ça marche peu, mais disons que j'ai trouvé ça intéressant parce que dans les études, j'ai discuté un peu avec quelques juristes justement pour voir un petit peu. C'est cette notion qui est un peu en vogue aujourd'hui de justice réparative Mmh, ou restaurative, restorative justice. Donc en gros, on va avoir comme objectif non pas de sanctionner une personne et on n'a pas un objectif de vengeance. Déjà, c'est la base de la justice, elle a pas un objectif de vengeance, hein. Elle a un objectif de rendre la vie en société, acceptable et donc comment est-ce qu'on fait pour restaurer en fait le lien social entre les personnes qui sont en conflit? non, mais Et cette vision-là qui est moins vengeresse que l'image qu'on pourrait avoir, de la justice, de se dire: «Ah, tu m'as fait ça, donc on va aller en justice et tu vas, payer des intérêts, pour le mal que tu m'as fait». C'est vrai que c'est une autre vision qui est assez intéressante et qui me paraît plus noble que juste la réparation pécuniaire, tu vois? bah, Parce si on fait ça, en fait, on rentre dans une escalade c'est généralement. ça. On essaye d'instrumentaliser la justice, on essaie de se battre, et typiquement, il y en a beaucoup qui l'instrumentalisent et qui intimident avec. Et justement, si la justice a pas vocation à faire ça, ça marchera moins. Mmh, On pourra pas l'instrumentaliser pour, faire des procédures bâillons, pour mmh, empêcher des gens de dénoncer des fraudes scientifiques et des choses comme ça, bah, mmh. ouais. Si même quelqu'un le faisait à tort et diffamait, si ça avait pas une grosse sanction, mais finalement quelque chose qui permette de former la personne, de lui montrer que c'est pas bien et cetera, de l'améliorer son comportement, je pense que ce serait plus efficace et que ça un rôle plus intéressant dans la société, quoi. C'est vrai. Mais c'est ouais, ça en va loin, quoi. Oui, non, mais c'est ça qui est intéressant, tu vois? Comme je t'ai dit, on peut prendre le temps sur ma chaîne. Si ça doit durer, 3 heures, ça durera 3 heures. Si ça doit durer plus, ça durera plus. Il y a pas de souci et c'est ça qui est intéressant. Mais je vais quand même recentrer un petit peu sur, cette première partie parce qu'il y en a d'autres, mais cette première partie qui parlait, de déposer plainte. Ta réaction par rapport à cette phrase que j'ai dit, systématiquement aller déposer plainte, dans ma vidéo précédente sur, le harcèlement sur Twitter. Heu, est-ce que tu penses que le fait que tu sois quelqu'un qui est connu, enfin, c'est ce que je pense, est-ce que les policiers te reconnaissent, j'imagine à Nice ou, dans la région, peut-être même en France. Est-ce que tu penses que ça peut jouer en ta défaveur d'être quelqu'un de connu, quelqu'un qui travaille, on en parlera après, mais quelqu'un qui travaille sur les gaz lacrymogènes, peut-être que c'est mal vu dans le milieu de la police qui dit: «Ah, c'est l'autre chevelu qui veut en retirer les grenades lacrymo des collègues», est-ce que ça peut porter préjudice? Alors, bah, je suis pas nécessairement le plus connu de tous. Je suis pas une star non plus, tout le monde me reconnaît pas. Mais c'est vrai que je suis quand même passé dans les médias, donc certains me reconnaissent. Ça peut jouer contre moi chez certains, ça c'est sûr. J'ai été étonné parce que, ça a aussi joué pour moi, par exemple, une fois sur une plainte, il y a, j'ai dans mon établissement scolaire, on a reçu des lettres, la proviseure a reçu des lettres, de menaces contre moi. Donc là, elle m'a demandé de porter plainte, voilà. C'était, un gilet jaune, je sais pas quoi, donc c'était vraiment un truc, pas ouf et c'est le genre de truc contre lesquels j'ai même pas envie de porter plainte parce que j'en reçois tellement que ça me C'est quand même voilà. grave d'en arriver à ce stade, de dire: «C'est tellement normal de recevoir des menaces, et cetera, que je porte pas plainte». Enfin,
Et je pense que tu peux comprendre que d'un point de vue extérieur, c'est juste hallucinant. Ah, Enfin, moi, je ça trouve étonne, ouais. ça. T'es là, tu fais what? Enfin, moi, Bah, c'est moi, dans mon fait. l'incohérence de ce que tu disais, hein. C'est-à-dire que moi, je vise plutôt les têtes, Bien sûr. connues Ouais, mais et après, tu vois, il y a une différence entre des gens qui vont dire ah ouais, t'es juste un connard à la solde de Macron et quelqu'un qui va te menacer, tu vois. Moi, j'y vois une gradation. Même si c'est ouais, qu'un pantin, il suffit d'un pantin qui a un problème dans sa tête pour arriver à un drame. c'est beaucoup plus dangereux ceux qui parlent pas Mhm. que ceux qui envoient des lettres comme ça. C'est-à-dire D'accord. que on l'a vu sur l'affaire Samuel Paty, c'est pas ceux qui ont parlé qui sont allés, C'est faire vrai. cet acte, atroce. C'est ce qui est beaucoup plus dangereux, c'est quand c'est public. Là, comme c'est privé, c'est une lettre, c'est pas quelqu'un qui va influencer d'autres personnes, c'est ce qui me fait le moins peur, en fait. Dans D'accord. la graduation de la Ok, peur, ouais, c'est ouais. ce qui me ouais, c'est ce que je trouve le moins inquiétant. Donc moi, sur un truc comme ça, si je l'avais reçu directement, j'aurais même pas vraiment, pris la peine d'aller porter plainte parce que je sais que ça sert à rien. Ça va nulle part, c'est une adresse mail anonyme, voilà. Mhm. Donc je me suis dit, bon voilà, comme c'était, au niveau, de l'établissement scolaire, il fallait que je porte plainte. Le Mhm. proviseur m'a demandé, donc je l'ai fait. Je suis allé porter plainte et donc c'était le commissariat juste à côté de mon établissement scolaire et ce qui était marrant, c'est qu'il y a le policier qui a pris ma plainte m'a reconnu, m'a dit que lui-même avait eu des effets sur sa santé assez graves à cause des gaz lacrymaux. D'accord. Ouais. Que pendant les entraînements et cetera, que c'est vraiment, lui, il s'inquiète de ce produit-là. Il est très content de ce que je fais. Il m'a remercié pour ce que je fais. Il m'a serré la main et il m'a dit, D'accord. bah, pour cette plainte, là, je vais essayer de regarder, je vais essayer de la traiter plus que les autres, d'habitude, on traite même pas, mais là, je vais regarder un peu. Et Ah, il a fait un peu plus. Il a retrouvé la personne, il lui a envoyé un message, il a fait un rappel à la loi, mhm. c'était pas non Pa plus mais parce que tu l'as aidé d'une certaine manière et il t'a aidé en retour, donc bah, c'était pas nécessairement une enfin, moi, non, j'aime pas trop ouais, cette manière de procéder en soi. J'avais même pas envie qu'il le fasse, mais c'était vraiment, il m'a reconnu mmh, et ça m'a servi finalement ouais. plutôt que desservi. Ça a Donc je été te en montre un fait, contre-exemple. ta notoriété t'a aidé malgré toi, en fait. Voilà. Donc je te montre un contre-exemple pour te dire justement Mmh, que, même au sein de la police, ça peut avoir, bien sûr. l'effet contraire. C'est pas nécessairement seulement contre moi. Mais, globalement, si je fais une moyenne effectivement des interactions que j'ai, quand c'est avec des forces de l'ordre ou des personnes, de ce type-là, des gendarmes, et cetera, j'ai plutôt des interactions qui sont négatives quand ils me connaissent d'avance. Mmh. Mais, Même avec les gendarmes, même avec les gendarmes, pas tous encore une fois, c'est bien vraiment, sûr, on peut pas faire, chacun est différent. bien Mais sûr. c'est que, malheureusement, il y en a qui identifient une personne qui critique, des armes et qui critique des actions policières, des cadres juridiques et des choses comme ça, les identifient comme un ennemi. Et Mmh. c'est, C'est comme les i gens qui prennent les critiques pour du harcèlement. ouais, c'est ça. C'est un peu On la peut même dire ça. logique, on va dire. Voilà, voilà. C'est un Je suis petit un clin peu d'œil, taquin, ça, je suis un peu taquin. c'est un petit clin d'œil très taquin, Voilà. mais faut faire attention parce que, ce clin d'œil, je vais l'exprimer, je vais quand même te dire que je le nuance un petit peu moi. Vas-y, C'est-à-dire qu'il y a, tu as fait un clin d'œil à évidemment l'histoire Marie Pelletier, et Stéphanie Lamy de ce que je mmh, comprends c'est ça. et pour moi, il y a eu des messages qui étaient vraiment du harcèlement contre elles D'accord. et je pense qu'il y a aussi un comportement et typiquement d'en parler avec des clins d'œil et des blagues peut entraîner une ambiance Alors de harcèlement, propice au harcèlement. Donc je pense d'accord. que, Alors le but, c'était pas d'inciter quiconque, voilà, voilà. à aller dire de la merde, à Non, Marie j'ai Pelletier bien ou quoi. compris que c'était pas Non, ton non, mais on intention, va hein, expliciter et tu as raison. Ce qui va ouais. bien sans dire va toujours mieux en le disant. Tu as tout à fait raison. Donc je le dis, très clairement, le but, c'était juste un clin d'œil, par rapport à l'actualité du moment. On tourne, quelques jours après, la vidéo de la tronche en biais sur Marie Pelletier et Alex ça c'est l'ami Stéphanie Stéphanie Lamy. Lamy. Donc voilà, c'était un clin d'œil à ça, à l'actualité. Ça s'arrête à ça. C'était en aucun cas une incitation à quoi que ce soit. Voilà, et Ouais. que ça soit clair, n'allez pas commenter pour dire des conneries, des insultes ou autres à ces personnes-là. Voilà. Et moi, je vais au-delà, c'est-à-dire que j'incite même à ne pas faire ce genre de blague, tu vois? Parce que ça participe d'une ambiance propice à. Et je pense que j'ai vu ce qu'elles ont fait, je trouve ça grave. J'ai des amis qui ont été touchés par ce qu'elles ont fait. D'accord. Nandidi est une amie, Yogina est une amie. Mais même si ça me touchait moi, je ne veux pas que, il y ait un esprit de vengeance. Je veux pas qu'il y ait un esprit de revanchard, de moquerie et cetera. Je
pense que c'est bien que les choses aient été dites une fois, mais il faut essayer de pas en faire une sorte de private joke. Il faut pas en faire un truc humiliant récurrent. Il faut essayer de. D'accord. Voilà, moi, je suis dans cette optique-là. J'entends. Donc, Après, moi, en fait, si j'ai dit ça, c'est aussi parce que c'est un processus qu'on a retrouvé chez d'autres personnes, pas que chez ces deux personnes. et on retrouve en Il y a, général. y a d'autres groupes, même dans la zététique, les aiment, hein, pour pas les nommer, moi j'assume, tu vois, c'est moi qui le dis, il n'y a pas de souci. Parmi certaines personnes, c'était la même chose. Ah, mais il me harcèle. Bah, on a juste critiqué. Il y a un Comme moment aussi, tu vois, Astronomique, il quand faut, il quand faut se il fait poser le la critique, question. Il faut se je poser. provoque. Non, non, mais Non, mais je il faut se poser la question, je pense, aujourd'hui, sur les méthodes qui sont utilisées pour censurer la critique. Parce que c'est essentiel, parce que ce qu'on retrouve sur les réseaux, on peut aussi le retrouver dans la vie, on peut le retrouver à des hauts niveaux de responsabilité. Enfin, c'est des processus qui sont similaires en fait. Crier au harcèlement, ça peut être problématique quand c'est dans l'unique but de faire taire des critiques. Voilà. bah, Je justement, dis ça de c'est manière pas générale parce que forcément, les M ont utilisé cette méthode. Là, ça ressort avec la vidéo de Thomas sur d'autres personnes, mais avant les M, il y a sans doute eu encore d'autres personnes, etc. Et je pense que c'est en ça que c'est important d'en parler. Évidemment, là, c'est nommément ces deux personnes, mais c'est un cas beaucoup plus généralisable. Il n'y a pas qu'elle. Et au final, qui le fait, qui l'utilise, je te rejoins là-dessus, c'est peut-être pas le plus important en fait. Voilà. et je pense que quand tu cites les M, encore une fois, moi, je j'ai pas vu le détail de l'histoire, sans doute. Je n'ai Mhm. pas tous les éléments. Mais pour moi, c'est pas le cas. Et pour moi, il y a je t'ai fait, un peu comme Provoque, Mhm. Astronogeek, qui se plaint, que toute critique est du harcèlement, tu vois? Mhm. Je le retourne cet argument. Donc Bien sûr. en fait, je pense qu'il y a à la fois une sensibilité qui peut être politique et une sensibilité qui peut être aussi, par rapport aux éléments qu'on a. On ne dispose Mhm. pas de toute l'histoire. On ne sait pas tout ce qui s'est dit, ni en privé, ni en public. On voit uniquement ce que le réseau veut nous On a montrer. une Je suis d'accord on a avec une toi. partie du spectre, voilà, et cette partie du spectre nous donne l'impression que alors toi, te donne l'impression que les M se plaignent, n'acceptent aucune critique et se disent harcelés dès qu'on les critique. Et moi, à l'inverse, la sensation que j'ai, Mhm. parce que je trouve qu'il y a des critiques à émettre à Astronogeek, hein, je le dis Bien sûr. clairement. Je Je le suis dis et d'accord j'ai avec pas toi. envie de voilà. Tout le monde est Et je critiquable. Tout le monde. Toi, Ouais, moi, on est tous et critiquables de toute manière. quand ces critiques avaient été faites, moi j'avais l'impression que c'était lui qui réagissait comme ça, tu vois? Donc je n'ai pas tous les éléments Mhm. et je pense que tu as pas tous les éléments non plus et de ce fait, on a tendance à accuser, la personne, qu'on a envie de critiquer ou avec laquelle on est peut-être le moins d'accord, comme faisant ça et je pense que Alors, faut peut-être même dépasser carrément ça et se dire, disons que, elle se sent harcelée, déjà, et qu'on va le prendre comme une réalité, qu'on va pas dire que c'est nécessairement quelque chose qui sert à éteindre une critique. Elle se sent harcelée. Ça peut être faux, on peut se dire: «Non, mais je la harcèle pas», mais voilà. Mais peut-être que du coup, c'est parce qu'on n'a pas vu les 36 000 personnes qui lui disent toutes la même chose, en même temps. mhm. Peut-être que nous, on l'a Bien dit, sûr, mais en bien fait, sûr. il y en a plein en même temps qui le disent. Donc je pense qu'il faut essayer de tenir un peu plus compte des personnes qui se disent harcelées, pas pour autant s'interdire de dire des choses, mais regarder si ça a déjà été dit. C'est moi, le premier réflexe que j'ai quand une personne se dit harcelée, Oui, mais alors c'est de me dire: «Est-ce que quelqu'un d'autre l'a déjà dit? Est-ce que ça existe déjà?» j'entends l'argument, mais après, tu vois, c'est problématique parce qu'on en revient à une notion, moi, qui m'est chère, la liberté d'expression. Pourquoi les 10 premiers auraient le droit de dire ce qu'ils veulent dire et moi, je pourrais pas le dire? Ah, si À j'ai quelque chose partir, de non, mais nouveau à attends, ajouter. non, mais attends, c'est parce que ça va plus loin. À partir de quand je dois arrêter de le dire? Est-ce que c'est 10 personnes qui ont dit la même chose? 50, 100, 1000? Est-ce que c'est un pourcentage de ma communauté? Est-ce que quelqu'un qui a une petite communauté a le droit de le dire alors que le gros, il n'a pas le droit? Ça pose beaucoup, beaucoup, je trouve, de Tu ne questions dois rien, tu ne dois rien, problématiques. tu ne dois rien, je ne t'impose rien. Je te dis Non, non, juste que ma non, non, manière de faire. j'entends, mais tu vois ce que je veux dire? C'est que ça pose des questions quant à la liberté d'expression. Et Non, mais c'est si, pas une liberté d'expression, tu as le droit de le dire. d'accord, Il y a rien de légal qui t'en empêche. d'accord, Je suis pas en train de te dire que c'est interdit. Je suis en train de te dire, je t'incite à, je te dis moi d'accord. personnellement, quand je vois qu'il y a quelqu'un qui se dit harcelé, Hmm. bah, je vais essayer de me dire: «OK, il se dit harcelé, je vais pas en rajouter tout de suite, je vais attendre un peu. Je vais peut-être essayer de communiquer avec lui en privé». Je donne des pistes, hein, Des c'est pistes, et pas, voilà. c'est super Ouais. intéressant et je te remercie pour ça. Je vais essayer de discuter avec cette personne en privé, peut-être avec son entourage en privé. Parce que peut-être que, elle est pas capable de me parler, elle a pas envie de me parler, mais peut-être que son entourage peut m'en dire plus et je vais regarder s'il y en a d'autres qui l'ont déjà dit. Je vais regarder le contexte autour de moi, s'il y en a beaucoup qui attaquent.
et me dire: «Ouais, en fait, peut-être». Moi, j'ai remarqué quand j'ai envie de faire une critique à une personne, mais qui est ouverte au dialogue, hein, avec qui on peut discuter, Mmh. ma meilleure manière d'ouvrir un dialogue, c'est en tempérant publiquement quelqu'un qui l'agresse, mais qui dit ce que je pense. C'est-à-dire que je vais, trouver un commentaire qui l'agresse très violemment et je vais dire: «Non, je ne suis pas d'accord avec toi. Tu ne peux pas l'agresser cette personne de cette façon-là. Dans D'accord. le fond, je trouve qu'il y a un petit problème, j'aimerais bien discuter, mais je défends cette personne contre un harcèlement, un message violent et cetera». Mmh. Donc c'est carrément aller plus loin que juste, Bien sûr, dire, tu vois? Donc c'est pas quelque chose que je force à faire, c'est pas quelque chose que bien j'impose sûr. et il y a beaucoup de monde qui, quand je dis ce genre de choses, comme tu as réagi là, tout de suite: «Oh mais on peut plus rien dire». Non, c'est pas on peut plus Alors rien dire, tu peux tout dire. c'est pas ce que j'ai dit, j'ai juste dit que ça posait des questions Ouais. quant à la Tu liberté as tous les d'expression. droits de t'exprimer, tu as même pas besoin de te poser ces questions, tu as tous les droits. Non, Par enfin, contre, enfin tous les droits voilà, dans dans la la case des limite de la limites, loi et la limite de la loi, voilà. Mais tant que tu es poli et cetera, tu as tous les droits. Mais le truc, c'est que c'est perçu comme du harcèlement parce qu'il y en a peut-être 30 000 qui le font. Il faut réfléchir pourquoi ils le perçoivent comme du harcèlement. Et il faut peut-être pas mais juste partir du principe que oui, c'est une tactique pour te faire taire. mais après, tu vois, j'avais fait une vidéo, je te donnerai le lien et je la mettrai, où j'analysais justement des échanges d'une personne et et en fait, tu vois, le truc, c'est que ce que tu dis là, c'est vrai, mais derrière, tu vois, il y a une problématique que j'ai déjà dit dans la vidéo que je t'enverrai, en lien après Mmh. et que j'ai redit dans ma vidéo sur le harcèlement, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est le harcèlement. Chacun a sa définition et qu'on le demande, Il y tu a une vois, très définition légale aussi, non? oui, mais est-ce que tu comme j'ai dit, il y a les 3 définitions, c'est dans ma vidéo. La définition, empirique, d'habitude j'ai 20, notifs et ensuite là, aujourd'hui, j'en ai 200, donc c'est du harcèlement. La définition, légale, celle qui est dans la loi française et la définition du dictionnaire. Tu vois, il y a 3 Mmh. définitions qui peuvent être employées avec le même mot harcèlement et il Bien faut sûr. définir ce que c'est parce que par exemple, à une époque, je crois que ça a changé, mais à une époque, il fallait qu'il y ait des problèmes, un impact sur la santé des gens. Tu Mmh. vois? Le harcèlement devait impacter ta santé. Et si tu prenais cette définition comme référence, tu pouvais très bien dire à une personne: «Non, t'es pas harcelé parce que t'as pas de problème de santé». Et Exactement, ouais. c'était très légitime de dire ça. Donc tu vois, je pense que déjà, c'est ce que j'ai dit dans ma vidéo, mais il y a des mois et des mois hein, que j'ai faite il y a longtemps. Et c'est ce que j'ai redit dans cette vidéo, il faut déjà définir ce qu'est le harcèlement. Et c'est assez troublant et marrant de voir qu'en science, quand on fait une recherche scientifique, on passe un paragraphe à expliquer les notions, les concepts, à les définir pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Ah, même en science, c'est souvent flou, on l'a relevé dans certaines publications, il y a des mots qui sont flous. Mmh. Et c'est le propre du langage, on n'a pas toujours défini clairement les termes. Par contre, quand une personne dit: «Je me sens harcelé» ou «Je suis harcelé», c'est rarement une tactique pour faire taire des critiques. Je sais Le pas. plus souvent le plus souvent, elle a quand même cette sensation quelque part et je pense que il faut essayer d'en tenir compte. Il faut essayer de Bien ne sûr. pas se dire, systématiquement, parce que je remarque qu'il y a cette tendance et surtout sur les réseaux sociaux Mmh. à, une escalade dans la violence, une escalade et quand on se sent harcelé, on se sent aussi légitime à harceler. Faut jamais oublier ça et quand tu accuses des personnes de te harceler, que si tu dis, Stéphanie Lamy et Marie Pelletier harcèlent des gens sur les réseaux, il y a des gens qui, se sentant harcelés, vont se sentir légitimes à contre-harceler et Mais c'est débile. Enfin, c'est ouais, pas débile, c'est humain en fait. C'est c'est malheureusement humain, humain. on se C'est comporte tous comme malheureusement ça. humain, bien Je sûr. pense il C'est faut pas faire très débile. attention à dire: «Attention», ce qui prime en fait, c'est de se dire: «Bon, il y a une personne qui exprime un ressenti, tenons-en compte, regardons, essayons de faire gaffe à pas en rajouter et trouvons des manières de l'approcher qui permettront peut-être». Moi, c'est les pistes que je propose, hein, mais Mmh. il y a pas que celle-là et je pense que c'est mon côté bienveillant, hein, mais c'est mon côté, j'ai envie de réduire ces tensions Mmh. et je pense que justement, tu vois, c'est typiquement ça. Là, on est entre des personnes qui sont convaincues. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui ont été dites dans la vidéo de la tronche en biais, qui sont clairement problématiques, dans ce qui a été Dites fait, par par, qui? par Stéphanie Lamy D'accord. et par Marie Pelletier. Donc on est finalement assez d'accord. Mmh. Mais le fait de faire des clins d'œil dessus, d'en parler et cetera, ajoute à cette, création de camp. Moi, je cherche l'inverse. Je demande depuis à peu près plus de 6 mois à discuter avec des personnes proches de ou directement avec Marie Pelletier et Stéphanie Lamy, en privé et pas en public, sans Bien sûr, enregistrement, bien sans sûr, preuve, sans bien trace, sûr. mais où je les écoute. J'ai envie de les écouter. J'ai envie qu'elles me racontent, heu, parce que je j'ai pas trouvé de contenu public et je pense qu'elles ont pas envie de le faire.
où elles racontent leur perception des choses. Et j'aurais aimé comprendre comment elles perçoivent ça. Parce que moi, effectivement, j'ai perçu certaines choses assez violemment parce que je suis très proche de Yogina, que je connais bien Yogina et Antoine D'accord. Daoust, hein, donc et ce qu'elles ont dit sur Antoine Daoust m'a fait mal à moi aussi parce que voilà, je le connais bien et je sais ce qui s'est passé. J'ai des éléments en plus qui sont pas publics, voilà. Bien sûr. Donc Mais ça me regarde pas et ni moi je ni ma regarde pas, communauté. j'en parlerai pas, hein, mais Non, bien ce sûr. que je veux dire, c'est que discutant avec Yogina, je sais ce qui s'est passé. Je sais au moins des choses, supplémentaires Mmh. et ça me choque d'autant plus que, qu'il y ait une telle violence qui se soit déclenchée sur Yogina aussi surtout, hein, Mmh. qui elle est dans cette histoire et est passée totalement à la trappe, y compris par les féministes. Elle fait de la lingerie D'accord. et elle a été traitée, par, France Soir, parce qu'elle fait de la lingerie qui est un peu érotique, Mmh. voilà et donc elle est passée dans des journaux, pour donner des interviews par rapport à son travail et ça a été, exploité et utilisé par France Soir, Mmh. De d'une manière manière odieuse. dégueulasse, je me rappelle de l'affaire, enfin, c'était C'est pitoyable, quoi. odieux et c'est Mmh. quelque chose qui attaque, en fait, de manière générale les travailleuses du sexe, qui attaque, Les cet femmes? cet article est juste odieux sur tous ces aspects-là et je trouve qu'il méritait justement une indignation, une action et je regrette qu'il y ait pas eu plus d'indignation sur ça, heu, qui aurait pu mettre d'ailleurs tout le monde d'accord. Parce que, Mmh. Bien. sur ça, il est pas question de Marie Pelletier, de Stéphanie Lamy, il est pas question de débat, c'est quelque chose qui concerne France Mmh. Soir Mais après, et c'est qui vrai que est aussi ce qu'a fait François, c'est, très flippant. Je veux dire, le côté mafieux de dire, à monsieur Daoust, «Oui, si vous me vendez votre, site, de fact-checking, je retire mes plaintes. Enfin, envoyez les hommes, ah oui, demain, non, machin». ouais, Enfin, moi je comprends que, ça fasse peur, en fait. Ça fait peur de voir un homme qui a beaucoup d'argent parce que Azalbert est très riche, d'après ce que j'ai pu comprendre et du coup, à partir de là, ça fait très peur de voir à quel point ils sont prêts à aller et du coup, oui, effectivement, moi, je peux comprendre qu'il y ait peu de gens, qui, aient osé, prendre la parole, tu vois? et je trouve que c'est justement intéressant parce qu'il y a une intersectionnalité dans les milieux militants, parce que je suis très militant, hein. Mmh. Il y en a qui sont dans des luttes militantes, strictes. Par exemple, il y a des féministes, féministes et qui ne vont pas tenir compte des problèmes sociaux, des problèmes, racistes et cetera, d'autres problèmes et on parle d'intersectionnalité quand justement on intègre l'ensemble des paramètres et ici, ce que tu mets en avant, c'est justement il y a pas que, une injustice, une inégalité, heu, homme-femme où la femme effectivement, il y a une injustice sociale, il y a systémique qui est injuste pour la femme. Mais il y a aussi systémiquement une injustice pour les personnes qui ont moins d'argent Mmh. C'est vrai. et donc là, on est dans quelque chose où, les rapports sont un peu inversés parce que c'est pas Antoine Daoust le riche dans l'histoire Mmh. et donc quand on est un peu plus intersectionnel, on tient compte de tous ces éléments-là et je pense que, il y a moyen de rendre sensible à ces éléments-là des personnes qui n'ont pas, pris le temps de peut-être regarder l'affaire en détail, qui se rendent peut-être pas compte de ce problème, d'injustice également sociale qui est lié à ces Bien pressions sûr. juridiques et je pense que c'est ça qui peut amener à faire réfléchir, plus que des invectives, d'une escalade des reproches et cetera. Mmh. Donc j'aurais préféré qu'on aille plutôt vers cette voie-là, vers un dialogue, plutôt qu'on essaye, de creuser, de C'est détailler tous les vices et tous les j'entends tous ce que les tu dis. Après, c'est dur le aussi de dialoguer. Certaines personnes ont essayé, dont toi, dialogue est fermé. Le dialogue est fermé voilà. Aujourd'hui, il y moi a je peut-être un point continue où après c'est aussi, hein. impossible. Aujourd'hui, je parle, peut-être que demain, dans le futur, peut-être qu'il y a quelqu'un qui réussira à débloquer. Moi, je trouve que c'est noble ta vision des choses, mais je la trouve pas très réaliste. Tu vois, une nouvelle fois, il y a un peu cette, utopie qui est en toi, cette utopie bienveillante, j'ai envie de dire, tu vois? Et Ah moi c'est une je préfère qualité porter qui est porter, belle, hein. Moi, j'aimerais être ouais. comme toi, mais non, j'ai une barbe courte et des cheveux courts, donc heu, donc voilà. Non, mais c'est pas ça, c'est que je comprends qu'il y a le choix du réalisme. Moi, je pense que le réalisme peut parfois causer plus de tort D'accord. que de bien, en fait, hein. Et je suis très je tiens compte aussi des choix réalistes, mais je Mmh. me dis: «Attention, dans certains choix réalistes, on se satisfait parce qu'on dit des choses qu'on a envie de dire, on a besoin de les dire, Mmh. mais la conséquence, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on obtient? Vers où on va?» Et moi, je préfère me dire, ne pas dévier d'un objectif plus bienveillant
D'accord. et l'avoir en tête et essayer de maintenir ce cap-là. Parce que je pense que c'est que comme ça qu'on arrivera à réduire la violence en général en ligne, Mmh. qui ne fait que monter, qui est tout le temps en train de monter. On n'a pas beaucoup de moyens de lutter contre. Je suis très sensible à ça en fait, parce que la haine en ligne de manière générale, ne fait qu'augmenter. Malheureusement. Il y a quelques initiatives, des tentatives qui sont, bah, beaucoup financées, qui sont pas nombreuses. J'aime beaucoup parler de ce que le CCDH fait, le Center for Countering Digital Hate, D'accord. où il y a carrément des bénévoles qui vont dans les conversations tendues et qui sur leur temps libre, passent leur temps à désamorcer. D'accord. Leur objectif, c'est de rendre des discussions plus paisibles sur les réseaux sociaux C'est et de faire des génial. modèles. Donc il y a des gens Ils qui sont bienveillants, désamorcent les tensions, quoi. voilà, qui essaient de désamorcer sur leur temps libre et comme militants, en fait. Et donc «Faites-vous je des pense que bisous!» Pardon. voilà, c'est un peu ça, mais je trouve que c'est et qui du coup développent des compétences pratiques parce qu'il Bien sûr. y a des connaissances S théoriques à avoir, je les ai Social, pas. psychologique, Je suis d'ailleurs, pas j'ai un lu chercheur en psycho, je lis un petit peu, j'essaie de regarder ce qui peut être efficace et cetera. J'ai mes idées, j'essaie de faire ce que je peux, et mais je pense que typiquement pour les situations de harcèlement, de haine et cetera, moi je cherche les situations de désescalade. Je cherche tout ce qui permet de réduire l'escalade. et c'est vrai qu'il y a un truc assez intéressant. J'ai lu un bouquin, pareil, je me rappelle plus du nom, qui parle justement de la domination, en fait. C'est, un gars qui est formateur, en en arts martial, self combat, enfin des choses comme ça, tu vois? Self défense, voilà. Et en fait, justement, il explique, ça a été écrit il y a 2 ans, 2-3 ans, qu'il y a 2 types de domination. Il y a la domination sociale qui se fait publiquement, typiquement les réseaux sociaux, dans les bars ou dans les boîtes, et la domination prédatrice, celle qui se fait en privé, les viols, des choses comme ça, tu vois. Et dans les Mmh deux mh. cas, en fait, c'est un rapport de domination. Et c'est vrai que quand j'ai lu ce livre, juste comprendre ça, bah déjà, tu vois que c'est de la domination sociale. On veut paraître devant les autres parce qu'on le fait publiquement. Et après, il y a différentes manières de réagir à ça. Ton ego, ah ouais, non, c'est ta tort, espèce d'enfoiré, blablabla. Bla, bla, bla. Ou alors tu peux dire, ouais, c'est vrai, frérot, t'as raison, même si tu le penses pas. Et boum, tu mets fin à la conversation et tu passes à autre chose, tu passes ta soirée avec ta chérie, ta famille ou tes amis. Ou encore, tu vas essayer de comprendre. Il y a différentes manières. Des fois, on ne pourra pas toujours essayer de comprendre parce que l'autre en face, il veut pas expliquer, par exemple. Des fois, on ne pourra pas faire jouer l'ego parce que l'autre derrière, bah, il en a plus que nous, etc. Et juste prendre conscience de ça, c'est assez intéressant parce que c'est un peu, je l'imagine, pour quelqu'un qui a bossé là-dedans, qui a fait de la socio, de la psycho, des choses comme ça, c'est enfonçage de porte ouverte. Mais pour quelqu'un comme moi qui avait juste de l'intuition sur ces sujets-là, je trouve ça super intéressant d'avoir des mots, tu vois, dessus. Et de prendre conscience que c'est des rapports de domination. Quand quelqu'un te dit non, tu as tort, il essaye de te dominer, tu vois. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et puis après, c'est à toi de te positionner. Donc, je mettrai le lien du titre du bouquin dans la description. Là, je ne l'ai pas en mémoire. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur cette première partie Non, qui a c'est été bien. longue, dense, mais intéressante. Et en plus, c'est des petites remarques, en plus bonus, Mais oui, sur cette mais c'est affaire. super Non, intéressant c'est et bien. c'est ça qui me plaît parce que je savais que ça se passerait comme ça, qu'on allait partir un peu dans tous les sens. Et c'est ça qui est cool parce que ce que tu dis est pondéré, bienveillant et c'est un discours qu'on n'entend pas souvent sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est assez intéressant de l'expliciter et de donner ce point de vue. Et puis peut-être qu'on fera une armée de bisounours. Enfin, alors c'est de la caricature, c'est vilain ça. Mais tu Ouais, vois non, ce mais que je veux dire? c'est pourquoi pas, mais le problème que j'ai, c'est que j'ai beau le dire, on n'est jamais parfait et Bien sûr. moi-même, il m'arrive de me planter, de Bien pas faire sûr, mais correctement on telle est ou telle. humain. Ça, Ouais, je veux dire, les gens, ils nous demandent de la perfection, machin, on devrait être parfait parce qu'on est des personnes publiques. Mais non, on est humain, personne n'est parfait. voilà, donc Personne. j'essaie d'inciter à ça, mais c'est vrai que moi-même, je suis pas toujours un modèle. Alors j'essaye d'être aussi exemplaire que possible, Bien sûr. mais voilà, je suis sûr qu'il doit y avoir des contre-exemples. Là, j'en ai pas Regarde. en tête, Non, non, mais bien je sûr. Mais moi, regarde, même moi, je suis pas parfait, je t'ai invité. La preuve, tu vois. voilà, Voilà. rien que ça, si tu me Alors, voilà. je vais chercher mon petit script parce que oui, il y a quand même quelques questions que j'ai notées sur le téléphone. Alors, je relance le script, ça charge. Et on va faire, oui, on va faire un petit moment un petit peu plus léger. On va faire l'interview ChatGPT. Voilà, donc c'est ChatGPT qui a écrit les questions. Voilà. Et en fait, il a fait 10 catégories. Dans chaque catégorie, il y a 2 questions.
Mmh. Et en fait, c'est des questions des catégories de 1 à 10 et tu vas en choisir 5. Tu vas me dire catégorie 3 et moi je te lis les questions, catégorie 7. J'ai le droit de te demander ce que tu lui as dit pour qu'il pose des questions comme ça ou pas? Je, Qu'est-ce que je, tu je, lui as dit? je le mettrai dans la. Mais Ah tu d'accord, vas voir en fait, en curieux. gros, de mémoire, c'était pose des questions drôles. Voilà. Tu verras, de toute OK. façon, les questions, il n'y a aucune question sérieuse. C'était vraiment Ah parce bah, que c'est facile, hein. j'avais une idée de ce qu'on allait dire dans cette première partie. Et c'est un petit peu plus léger. On va un petit peu se détendre parce qu'on a parlé de sujets qui sont compliqués, qui parlent de l'humain, de la souffrance humaine. Donc voilà, je savais qu'on parlerait ça en début. Donc là, c'est un peu plus léger. Alors, Bah, je vais juger si juste ChatGPT est meilleur que toi ou pas. ah mais c'est sûr. C'est sûr. Alors donc tu choisis la première catégorie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ou 10. Allez, 7. 7. Alors c'est la catégorie monde imaginaire. Donc si tu pouvais créer ton propre pays imaginaire, quelles seraient les lois étranges et les coutumes bizarres de ce pays? Ouh là, Ah je t'avais dit, hein, il n'y a rien de sérieux. eh bah, j'ai jamais réfléchi à ça, dis donc. Qu'est-ce que Moi je non mettrais plus comme avant de poser la question à ChatGPT, hein. ça a l'air étrange. Et c'est la plus simple des questions que j'ai parmi... non je rigole. Eh bah, écoute, j'ai le choix entre répondre à un truc totalement, blague et débile, T'as tous me les faire droits. passer pour un dictateur et puis dire que voilà, c'est tout doit, 1re loi, j'ai toujours raison. 2e loi, si j'ai tort, j'ai raison. Voilà, hein, on va tout de suite mettre, Et ces les coutumes, tout le monde se prosterne dès qu'il te voit. exactement. Non, plus sérieusement, je pense que je ferais un système où il y a pas de loi. Donc, D'accord, je dirais loi numéro 1, il n'y a pas de loi. d'accord. Et une raison particulière à Far ça? West C'est complet. un côté un peu Non, anarchiste peut-être? mon côté anarchiste, Ouais. ouais. Mais, en fait, j'aime bien l'auto-organisation. C'est-à-dire que les lois, généralement, quand tu mets une absence de loi, les gens, ils ont peur parce qu'ils disent: «Oh là, sans loi, bah, la liberté individuelle va pas être protégée». Et ce que j'aime bien dans ce concept-là, c'est que, quand j'ai été dans des squats et des lieux comme ça, très souvent, ça s'auto-organise. C'est-à-dire qu'on va avoir des problèmes et puis on va dire: «Putain, j'en ai marre de ce problème, faut qu'on trouve une solution là, comment on gère?» Mmh. Et donc le fait qu'il y ait pas une autorité d'en haut qui nous impose un cadre, fait qu'on s'organise spontanément, on essaie de trouver des solutions finalement. Alors Ça, il y a plein de travers à ça, mais voilà, j'ai essayé de faire des réponses rigolotes, à ne pas prendre au premier degré parce que j'ai clairement pas réfléchi à la question et que si j'étais dans cette situation, la première chose que je ferais, c'est réfléchir à la question. exactement. Et je rappelle, tu n'as pas eu toutes ces questions, je l'ai dit en début de vidéo, mais tu n'as pas eu accès à Ouais, ces évidemment, questions. C'est du c'est live, possible. tu l'as entendu pour la première fois. Je suis capable de dire que des conneries du coup, hein. Non, mais tu dis ce que tu veux. Et du coup, en fait, la deuxième question, comme je t'ai dit, il y a une catégorie, deux questions par catégorie. Quelle serait la monnaie de ton monde imaginaire, s'il y en a une? Bah, il y aurait pas de monnaie, D'accord, on abolit l'argent, on fait que du troc. d'accord. Alors, tu sais que le troc, ça a des avantages peut-être, mais le gros des avantages, c'est que si je veux une baguette de pain et que je suis menuisier, il faut que mon boulanger, il ait envie d'une chaise, tu vois. Ouais, mais C'est t'inquiète, une des on trouve des limites. solutions, on trouve des solutions. On s'arrange. Ou alors on On mange des s'arrange entre chaises. potes. On mange On des chaises s'arrange avec entre du potes, fromage. quoi. Non, en fait, ce qui est bien dans ces communautés, ça marche en petits groupes. Et donc moi, j'ai toujours fonctionné dans des petits groupes. D'accord. En petits groupes, tu te débrouilles pour que ça marche. Et c'est Voilà. vrai que quand tu passes à un stade, de grosse société, c'est plus compliqué à gérer. Ah, Mais parce ouais, que non, je moi rappelle la je partirais question, sur du c'est un troc. pays Voilà. imaginaire. Un pays, c'est beaucoup d'habitants quand même. Enfin, tu vois, c'est pas Ouais. un pays. Un pays, c'est à pas 20 habitants, quoi. Ouais, mais j'ai le droit d'utopiser, tu vois? Donc, Bien je sûr, dis tu as dis que tous ça les droits. marche. C'est ton pays Ouais. imaginaire, c'est voilà. Donc, Tout le monde, il est vas-y. gentil, tout le monde parce que j'aurais pu faire le totalement gnangnan qui fait des bisous pour payer, tu vois? Mais, mais on va en rester au troc, c'est très bien. Ok, super. Du coup, bah, une autre catégorie. Alors Donc, catégorie, 1. la une. Alors, la une. Alors, je rappelle, c'est ChatGPT hein, qui a écrit ces questions. Si tu étais, catégorie si tu étais un animal de la ferme, lequel serais-tu et pourquoi? Un cochon parce que les fans de Raoult l'ont dit. Ok. Allez, on enchaîne. Si tu étais un personnage de dessin animé, qui serais-tu? Un personnage de dessin animé. Alors il y a physiquement, je crois qu'il y a du Raon, tu vois? Effectivement. Je te verrai plus Heu, jamais de la même manière, ou c'est peut-être Raon que je verrai plus jamais de la même manière, je sais pas encore. ouais, il y a un petit côté, il y a une touche. Mais je dois rendre honneur à mon ancien guitariste de mon groupe.
qui se D'accord. moquait de moi en disant que j'étais Cylindrix le Germain. Il n'est pas très connu. D'accord, Parce qu'en fait, je deviens très vite très rouge et Cylindrix, il est toujours tout rouge d'accord. et j'avais pris un peu de poids à l'époque. J'essaie de refaire du sport, là, je nage comme je peux, mais j'ai pris du poids et donc Cylindrix le Germain, parce qu'en plus il est allemand, c'était, Ouais, le personnage, ce qui qui ce qui m'avait attrapé. ce qui me fait une transition, géniale. Il est allemand et du coup, tu dis ça pourquoi? Est-ce que tu peux